Bon, on va prendre une bière. 2 bières, s'il vous plaît. C'est une capitale de l'extrême, bâtie à plus de 2500 mètres d'altitude. Une destination qui fait trembler. Bogota, 8 millions d'habitants. Ici, l'oxygène est rare. Et la sécurité aussi. Au nord, les quartiers riches. Au sud, les pauvres. Entre les deux, un territoire livré à la violence. Cela fait 20 ans que je n'étais pas revenu à Bogota. À l'époque, Pablo Escobar était encore vivant. Escobar, le roi de la cocaïne, l'homme aux 5000 assassinats. À première vue, la drogue est toujours là. Mais quelque chose a changé. Il règne un calme étrange. Et je vais vite comprendre pourquoi. À tous les coins de rue, la police veille. À moto, en voiture, en treillis ou en civil. 20 000 hommes, 4 fois plus qu'à Paris. Un simple match de football comme ce soir mobilise plus d'1 millier de policiers. Comme si tout pouvait exploser à n'importe quel moment. Comme si Bogota était un volcan, toujours au bord de se réveiller. À Bogota, les cendres sont encore brûlantes. Je patrouillerai la nuit avec les unités d'élite et avec les journalistes de faits divers. J'irai dans les quartiers chauds à la rencontre des prostituées et des zombies, ces fantômes toxicomanes et sans-abri. Je remonterai à la source de la drogue dans les montagnes et je verrai ces paysans qui vivent de la marijuana et de la coca. Je m'entraînerai pour échapper au kidnapping et je me ferai tirer dessus pour la bonne cause. Je pousserai les portes de la morgue et celles de la prison. J'enquêterai sur le pire des crimes, des milliers d'innocents tués par la machine de l'État. Bogota. Ici, les médecins comptent les cadavres et les familles cherchent leurs disparus. Sale temps sur Bogota. L'homme avec qui j'ai rendez-vous fabrique justement des manteaux imperméables, très imperméables. C'est un business unique au monde, une spécialité colombienne, le costume blindé. Et voici l'Armani du gilet pare-balles. Bonjour, comment ça va? Bien, merci, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français alors? Oui, bienvenue. Miguel et Carolina Caballero, 60 employés, 5000 pièces par an. On va visiter? Bien sûr. Allez, je vous en prie. Quels sont vos clients? On a des polices, Oui. on a des militaires, mais aussi on a des présidents. Presque tous les présidents d'Amérique du Sud Oui. ont nos vêtements. Ah, les présidents ont vos vêtements, par exemple? Uribe, Uribe, l'ancien président l'ancien président de Colombie. Colombie. Et aussi on a Calderón, Oui. de Mexique. Aussi, on a beaucoup d'autres. On ne peut pas dire tous, mais Oui. on a beaucoup de Qui portent présidents. vos vêtements par balle. Oui, exactement. C'est un secret bien gardé. Mais on murmure que le président Chavez du Venezuela, et surtout Barack Obama lui-même, porterait les créations maison. Ça, c'est le type de veste que portent des présidents. Des présidents, maintenant, ça, c'est le nouveau produit. Oui. Pour mettre avec n'importe quel vêtement. On peut mettre une chemise et une cravate Exactement. et on le voit pas. On le voit pas, c'est 200% discret. Et c'est celle-ci, c'est maintenant, tous les présidents sont en train de nous demander de celle-ci. Mais aussi, ils ont d'autres vêtements comme celle-ci. Allez, je vais m'habiller en président. El presidente ondelate. Ça, c'est la taille de François Hollande, je pense. Donc, vous devriez essayer. Ça lui irait très bien. Mais je crois pas qu'il a envie d'avoir un pare-balles. Miguel Caballero s'est taillé une réputation internationale. Le roi de la haute couture par balle n'a qu'un seul vice.
il propose à ses invités de leur tirer dessus. Ici, on respecte les droits de l'homme. S'il te plaît, choisis ta balle. Celle-là? Allez, on y va. Et me voici face à mon assassin. J'en connais qui se réjouiraient de cette scène. Je vais mettre la balle et l'armer. Toi, tu vas mettre les bras derrière. Moi, je vais dire 1, et quand je dis 1, tu inspires l'air, comme ça, bien fort, et tu bloques. Ton ventre pas trop près de la veste. 1, 2, 3, poum. Et tu expires. Tu souffles seulement après le tir. Si tu fais bien ça, il n'y aura pas de souci. Sinon, tu auras un bleu. Attention! Les oreilles! Les oreilles, les oreilles! Ah! Je t'avais bien dit de retenir ta respiration. Ça fait mal, hein? Attends, je vais retirer la balle. Attendez, ça. Elle est où? Ici, la balle est juste là. J'ai une blessure. Regardez. Bien sûr, tu n'as pas bloqué ta respiration. Ta main, voici ta balle. Gracias. Et le t-shirt. J'ai été tué par Miguel Caballero. Tu es le survivant numéro 603. Y no has matado Et personne n'est jamais mort. nunca. Bah non, sinon je ne serais pas là. À Bogota, les gilets pare-balles se vendent comme des petits pains. Et on les porte surtout la nuit. Commissariat de Ciudad Bolívar, 22h. Façade de bunker. Les patrouilles de nuit se préparent. En tenue de camouflage, la police militaire. Traitez bien les citoyens quand vous ferez les perquisitions dans les lieux publics. Respectez bien les mesures de sécurité à chaque fois que vous vous déplacerez et à l'intérieur des bâtiments. Garde à vous, c'est parti. La police militaire est lourdement armée. Son rôle est de réprimer le crime. D'autres patrouilleurs en jaune vont faire de la dissuasion. C'est avec eux que j'embarque pour ma première nuit à Bogota. Dans le fourgon, 4 policiers sous les ordres de l'inspecteur Helmut Lanqueros. Ils partent pour la nuit avec une mission prioritaire. C'est quoi votre boulot la nuit? On est pas mal mobilisé sur les saisies d'armes. On contrôle les personnes pour les désarmer, si elles ont sur elles une arme ou des objets dangereux. Et le samedi soir, bien sûr, c'est toujours plus compliqué. Car Bogota vient d'interdire les armes à feu. Décision radicale. Quartier de Ciudad Bolívar, Helmut et ses hommes ciblent les bars de nuit. Allez, on sort, s'il vous plaît. Sortez. Les clients vont tous y passer. Et les policiers disposent pour traquer les faux papiers d'un drôle de téléphone portable. Vous pouvez vérifier les identités avec ce cellulaire? Vous entrez le numéro, c'est ça? Nous le rentrons, et si la personne a des antécédents, ça apparaît tout de suite. Même le casier judiciaire. Oui, oui. S'il a été condamné ou arrêté? Oui, s'il a un jugement en attente ou une peine à exécuter. Les clients sont plutôt coopératifs. Qu'est-ce que vous pensez de ces contrôles? C'est très bien. Au moins, on se sent en sécurité. Nous, on aime prendre un petit verre, sans risque. Et vous aussi? Bien sûr, c'est mon frère. Un petit coup? Ok. Merci pour le verre. Avec plaisir. À bientôt.
Des armes, il en reste beaucoup en circulation. Et le moindre braquage peut tourner au drame. Sur ces images, l'épicier esquive le tir, mais c'est le complice du tireur qui s'effondre. Ensuite, l'homme fait le tour du comptoir et abat l'épicier. Ici, un passant filme un assassinat avec son téléphone. Parfois, les tueurs à gages agissent en plein jour. Il y a 1600 meurtres par an à Bogota, 4 fois plus qu'à Paris. Des crimes qui alimentent les médias, surtout la nuit. À la radio nationale, tous les soirs, c'est le même marathon. 5 heures de direct et d'hémoglobine. Au micro, Julián Parra, la voix de la nuit. Vous êtes sur Nocturna RCN, notre émission de la nuit. Julián tient ses auditeurs en haleine, avec le sourire et droit dans ses pantoufles. C'est quoi ce pantalon? Ça, c'est un pyjama. Un pyjama? Eh oui, l'uniforme de la nuit, c'est le pyjama. En quoi c'est la tenue de la nuit? Le pyjama, tu dors bien avec. Toutes les nuits, je bosse de 10h du soir à 3h du matin. Quand on m'a proposé l'émission, j'ai dit OK, mais avec le costume de nuit. Et ils m'ont dit, mais c'est quoi? J'ai dit, bah, le pyjama. Et tous les auditeurs sont au courant? Tous, même le président, je le reçois comme ça. Les ministres aussi. Et moi aussi. Et Christophe aussi, oui. Nous sommes en direct avec notre pays et le reste du monde. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la télévision française. Christophe, bienvenue dans notre pays. Bonsoir. Bien arrivé? Ça va? Bien, bien, et toi? C'est la première fois que tu viens en Colombie? La seconde fois. La première fois, je suis venu à Cali pour les férias. Ah, la feria de Cali. Oui. Christophe, je t'interromps 1 minute car tout se passe en direct et nous avons une information qui vient de tomber à l'aéroport. Julián a des milliers d'indices. Ses auditeurs. Ils appellent le standard s'ils sont témoins d'un crime ou d'un accident. Avec un tel réseau, la radio arrive souvent sur place, avant la police. On vous embrasse, Constance. La plupart sont taxis. Ce programme, il marche avec nos vagues d'informateurs. Des vagues? Oui, c'est comme un tsunami. Nocturna, c'est un tsunami. Il y a la vague jaune avec les taxis, parce que les taxis en Colombie sont jaunes. Il y a aussi la vague bleue, avec les gardes de la sécurité privée et les vigiles. Et la vague verte avec la police et l'armée de notre patrie. C'est une famille. Une famille? Celle de Nocturna RCN. De RCN. Complice de la nuit jusqu'au petit matin. Et qui se présente en pyjama. Yeah, en pyjama. Sur le terrain, la radio envoie toutes les nuits Alexei Castaño, reporter du crime. Au volant de la voiture de la chaîne, il fonce au moindre appel des auditeurs. Et les premiers à appeler sont souvent les chauffeurs de taxi. Ils sont plus de 50 000 à Bogota. Et ils ont les yeux partout. Celui-ci a donné rendez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence. Bonsoir, ça va? Tu nous suis? C'est lui qu'on recherche. Je t'emmène chez eux, tu pourras interviewer le papa. C'est lui qui a disparu? C'est lui qu'on recherche. Je t'emmène chez eux, tu pourras interviewer le papa. Ok, on y va. À ce moment-là, une voiture de police arrive à notre hauteur. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Inspecteur Castillo, c'est moi qui surveille cette zone. Enchanté, Alexei. Vous allez faire un direct dans ce quartier? Oui, on va suivre ce taxi pour couvrir une histoire de disparition. Ah, un petit direct. Oui, c'est ça, un petit direct. On peut vous escorter si vous voulez. Très bien. Merci beaucoup. Ce quartier est un peu dangereux, alors ils vont nous accompagner pour que rien ne nous arrive. Direction le quartier du disparu. Ses parents habitent une banlieue lointaine à l'ouest de Bogota. Voici leur lotissement,
modeste et surprotégée, même s'il n'y a pas grand-chose à cambrioler. Car à Bogota, le crime peut entrer dans toutes les maisons. Je te présente les parents. Enchanté, Alexei Castagno. Bonsoir, William Ardila. Enchanté, William. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons donner l'information en direct sur RCN. On est écouté la nuit par les taxis, les habitants de Bogota et dans tout le pays. Du coup, toute personne qui aurait vu votre fils peut nous appeler. C'est pour cela que j'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé. La description de sa tenue vestimentaire, tout. Je vous préviens dès qu'on passe en direct, ok? Merci beaucoup. Ouais, c'est normal. La radio dans la rue et nous la faisons sur Nocturna RCN avec notre camarade Alexei Castagno. Notre voix, notre journaliste dans les rues de la capitale avec notre super patrouille de RCN. Alexei, bonsoir. Dans quel coin êtes-vous? Bonsoir Julian et bonsoir à tous nos auditeurs de Nocturna RCN. Je vous salue depuis la localité de Fontibón. Nous sommes dans ce quartier avec la famille d'un jeune étudiant qui a disparu jeudi dernier. Je suis avec son père, William Ardila, et sa mère, Margarita Moreno. William, dites-nous comment votre fils a disparu. Que peut-on dire ce soir? Pour l'instant, on ne sait rien sur la disparition de notre fils. Juste qu'il est sorti de l'université à 7 h du soir et qu'il n'est jamais rentré à la maison. Ça s'est passé dans la Candelaria La Nueva, en plein centre. Dans le secteur Casalinda. Dans le quartier Casalinda. Margarita Moreno, maman du disparu. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Vous a-t-il fait part de quelque chose d'anormal? La dernière fois que je l'ai vu, c'était le jeudi matin, avant son départ, vers 6 h du matin. Il est parti pour l'université, il m'a embrassé, il est parti, et je ne l'ai plus revu. Julian, c'est l'information que nous pouvions vous donner en direct sur le terrain. Je vous retrouve en direct dans un autre quartier de Bogota. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir témoigné. Et l'équipe de télé vient d'arriver. Merci à vous. Prenez la photo pour qu'ils puissent la filmer. Je garde juste cet avis de recherche. Merci. Merci à vous. C'est bien pour nous cette histoire, non? Ouais, il faut voir. Ses camarades de la fac disent qu'ils l'ont quitté dans le bus. Pour l'instant, rien d'anormal. Voici l'autre journaliste star de la nuit. Il s'appelle Fabian, mais pour tout le monde, c'est El Noctambulo, le noctambule. Une vedette de City TV, la chaîne de Bogota. Et il n'est pas le seul sur son créneau. 4 autres équipes de télévision sont comme lui, en maraude, toutes les nuits. Bogota ne dort jamais. Cette actualité que l'on couvre la nuit, elle est très riche. On est en contact permanent avec les gens dans la rue. On recueille l'info sur le terrain. Ce sont des histoires très humaines. Il n'y a pas besoin de trouver ça sur Internet ou en lisant des communiqués de presse. Ce sont des histoires de cette Bogota au visage humain, comme on dirait. Cet homme a un tuyau pour nos journalistes. Un vendeur de glace à l'angle de l'université m'a dit un truc. Il y a un gang qui kidnappe des jeunes. Il les drogue avec de la scopolamine et il les oblige ensuite à vendre de la drogue. Daniel a-t-il été drogué? Pas difficile en tout cas de se procurer une dose de scopolamine. Il y en a partout à Bogota. Il suffit de cueillir ces fleurs et d'en faire de la poudre. On obtient de la scopolamine, une substance qui transforme les victimes en esclaves. En Europe, on l'appelle la drogue du violeur. El Noctambulo, étrange journaliste,
m'a fait monter dans sa voiture. Il est branché en permanence sur le canal de la police. C'est quoi ça? Ça? Oui. C'est un téléphone portable. N'importe qui peut en avoir un. La seule différence, c'est le mot de passe. Et nous, on a celui qui permet d'être sur la fréquence de la police, des ambulances, des pompiers, de tous les quartiers. C'est comme ça que nous sommes tenus au courant. Ça, c'est interdit en France. Hein. Cette nuit, la pêche aux faits divers est plutôt bonne. Il y a d'abord cette maison qui menace de s'effondrer sur les passants. Plus tôt dans la journée, un chauffeur de bus est venu s'y encastrer. Il avait 2 grammes d'alcool dans le sang. Un peu plus loin, autre crash, avec un autre bus. 10 blessés. Et attention, un accident peut en cacher un autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour éviter le premier accident, le camion est rentré dans la voiture. Qu'ici pour voir ça. Eh oui, ici seulement. Il est 1h du matin. Fabian est toujours en chasse. Il lui manque un bon crime pour boucler son reportage et finir sa nuit. C'est en plein centre qu'il va le trouver, dans le quartier de la Tolerancia, un coupe-gorge, et un bon spot pour un fait diversier. Fabian vient de repérer ce jeune homme, il est armé d'un bout de bois et paraît menaçant. Regarde, il y a une patrouille là à droite. Vas-y. Vas-y, suis-le. Ah bah enlève ce truc. Allez, on fonce. Surtout que personne ne sort de la voiture. L'affaire n'est pas très claire, mais pour El Noctambulo, c'est assez pour ouvrir le journal du lendemain. En la Bogotá Noctámbula. Cette nuit, notre équipe du Noctambulo a filmé un groupe de travestis prêts à se battre avec des passants dans le quartier de Santa Fe. À 1h10 du matin, nous avons été témoins d'un incident depuis notre voiture. Ces 3 hommes, avec des morceaux de bois et des pierres, veulent affronter un groupe de travestis dans le centre de Bogota. À la main d'un des travestis, on distingue clairement un énorme couteau avec lequel ils menacent le groupe d'hommes. Très rapidement, le travesti est encerclé par une voiture de taxi et une patrouille de police au croisement de la rue 18 et de l'avenue 15. Finalement, à 1h25 du matin, la police décide de relâcher le travesti. Les autres quitteront aussi les lieux, personne ne sera arrêté. La nuit a été tranquille pour le Noctambulo. Mais dans cette mégapole de 8 millions d'habitants, il se passe toujours quelque chose. À Bogota, le crime est dans la tête de tout le monde. Avec 5 meurtres par jour, chacun a été touché de près ou de loin. Alors la mairie fait ce qu'elle peut. En France, on organise des journées sans voiture. À Bogota, c'est une journée sans meurtre qui commence. Pour le lancement officiel, il n'y a pas foule, mais tous les élus sont là. Chaque année en Colombie, 15 000 personnes sont tuées. C'est 41 personnes assassinées toutes les 24 heures. 41 morts qui pourraient être évitées. En Colombie, malheureusement, nous nous sommes habitués à vivre avec la mort. Drôle de défi, tenir 24 heures sans meurtre. Pour lancer ce marathon, les organisateurs ont fait libérer 2 prisonniers modèles qui vont monter sur scène. Je crois qu'on va y arriver. Tout est possible. Regarde, on est 2 prisonniers et on va chanter. C'est bien la preuve que rien n'est impossible. Toda dolencia cura.
24 heures, 0 mort. Le pari est presque impossible à tenir dans certains quartiers, et notamment dans les Ollas, les ghettos de Bogota. Il y en a plus de 450. Souvent, c'est juste un bout de rue. Parfois, plusieurs pâtés de maison. Olla, ça veut dire chaudron. Et c'est la drogue qui bouillonne dans ces chaudrons-là. Dans ces Ollas, on croise des fantômes. Des hommes au bout du rouleau, dealers et consommateurs de drogue. On les appelle les zombies. Javier Velasco est l'un d'entre eux. Il rôde dans ces rues depuis l'âge de 20 ans. Il en a 42 aujourd'hui. Tu vois, nous, on est des zombies. Tu te sens zombie? On est comme des fantômes. Oui, je me sens coupé de la réalité. J'ai l'impression de vivre dans un autre monde. Jamais j'aurais pensé finir comme ça. Qu'est-ce que tu consommes? Du bazuco, des extas, de la cocaïne. Mais je suis surtout accro au bazuco. Le bazuco, une sorte de crack. Carlos, lui, est un immigré péruvien. Il a 28 ans. Je suis toxico, je consomme de la cocaïne. Pour moi, c'est Oya, c'est l'enfer sur Terre. On y risque sa peau. Tu y vas tous les jours? Tous les jours. Pour y acheter de la drogue? De la drogue, je peux en acheter dans une Oya toute proche. Je viens surtout pour vendre des trucs ou acheter des munitions, rien de plus. Des munitions? Ouais. Tu as une arme? Ouais, j'ai une arme, mais je la porte plus la journée. Il y a trop de contrôle maintenant, il y a trop de lois. Autrement dit, les armes sortent la nuit. Le 24 heures 0 mort n'est pas gagné. À quelques rues de là, un autre ghetto, mais de riches. Caméras, barbelés, vigiles. Pour ceux qui peuvent se l'offrir, la sécurité n'a pas de prix. Avoir un garde du corps est une chose courante. Et le devenir est une carrière enviable. Bienvenue à la School Security. Ici, on n'enseigne pas la musique, et c'est tant mieux. Bonjour. Bonjour, César Gutiérrez. Moi, c'est Christophe. Bienvenue à la School Security, l'école de formation pour le diplôme de garde du corps. César Gutiérrez a des airs de pirate, mais il aime la discipline. Son école est l'une des meilleures du monde. 90e promo de garde du corps. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Éthique, dignité, discipline. Bande de nuls. C'est éthique, discipline et dignité. Allez, 5 pompes. Cette 90e promotion compte une centaine d'élèves. Ils ont une vingtaine d'années et s'ils n'ont pas choisi la police, ça n'est pas par manque de diplôme. Garde du corps, c'est plus risqué, mais c'est mieux payé. Combien peuvent-ils gagner? C'est bien payé? Il y a 2 types de salaires. Ceux employés par l'État et puis par le ministère de l'Intérieur. Ceux-là, ils peuvent gagner l'équivalent de 400 €. Et ceux qui travaillent pour la sécurité privée, ils vont gagner de 1200 à 1600 € par mois. 1600 €, c'est plus de 8 fois le salaire moyen. Et c'est le double de ce que touche un policier. César en vient de la police. Il était dans les renseignements à l'époque d'Escobar et des attentats en pleine ville. J'ai été enquêteur dans la pire période de la Colombie. Fin des années 80, début des années 90. C'était vraiment chaud. Et qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? C'est un accident de travail. De travail? Oui. J'ai perdu la vue de droite au cours d'une mission. En mission? C'est comme ça que j'ai perdu un œil. C'est le boulot. Pour ce qui est à voir, ça me suffit maintenant. César est une référence dans ce métier.
Il me donne un cours particulier. Un garde du corps ne doit pas avoir la main dans sa poche. Bon, ça va, je suis pas un garde du corps. Moi, si. Alors, si je dois te protéger, qu'est-ce que je dois faire? Regarde, si je me dégage et je me positionne pour être prêt à dégainer mon arme, et maintenant, imaginons que j'ai mon café à la main. Mais comment fait-on alors? Dans ce cas, je dois jeter mon café comme ça, pour pouvoir dégainer. Il va falloir refaire du café. Ces élèves vont bientôt rejoindre les rangs de la sécurité privée. Bogota compte plus de 7000 gardes du corps, une des plus fortes concentrations du monde. J'ai terminé mon service militaire et j'ai décidé de m'orienter vers ce boulot. Ça m'a toujours plu. Je crois qu'on peut dire que j'ai ça dans le sang. Je ne sais pas si c'est l'adrénaline, mais j'aime pouvoir bouger, prendre des risques. Et côté risque, je suis servi. Nos futurs clients risquent d'être séquestrés ou braqués. Nous, on est là pour leur apporter la tranquillité et la sécurité. Je te propose un exercice. Tu vas jouer la personnalité à protéger, d'accord? Rien de plus naturel pour moi. Hein. Comme chez les troupes d'élite, les entraînements se rapprochent au plus près du réel. D'habitude, on tire avec de vraies balles. Avec moi, ce sera à blanc. Je suis un VIP. Très protégé. S'il vous plaît, monsieur, on y va. Mes gardes du corps ne connaissent pas le scénario à l'avance. Ils ne savent pas à quel moment César va les mettre à l'épreuve. Bon, on va prendre une bière. 2 bières, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. On y va, on y va, on y va. Je suis vivant. Ça va? Je suis vivant. Je suis vivant. Ahí. 1, 2, 3. ¡Curso suelto! Muy bien, excelente, un abrazo. Y gracias. Merci. Gracias a todos. Merci à tous. Merci beaucoup. Muchas gracias. Il est 17h. L'opération 24 heures 0 mort est à mi-course. Cette nuit, je vais repartir en patrouille. Mais avant, je fais un peu de shopping. Dans ces boutiques, on peut acheter toute la panoplie des gendarmes et des voleurs. Uniformes, insignes et même menottes. Alors ça, c'est la casquette de capitaine de police. Et ici, j'ai les menottes. Les menottes, ça m'a coûté 30 € quand même. Hein. Plus que 10 heures avant que ne s'achève l'opération 24 heures 0 mort. Je suis en voiture avec Alexei, le reporter radio. Soudain, un corps au milieu de la rue. Règlement de compte? Il est mort? Non, non, non. Ah si. Si. Ah non, non, il paraît en vie. Hé, l'ami, debout. T'es endormi sur la route. Va sur le trottoir. Tu risques de te faire renverser. Va sur le trottoir, sur le trottoir. 10 minutes plus tard, alerte sur la radio de la police. Un chauffeur de taxi vient d'être assassiné. La réaction de la profession est immédiate. Des centaines de taxis convergent vers les lieux du crime. Et voilà,
Voilà les taxis quand ils sont en colère. Et là, ils manifestent leur indignation contre l'insécurité. Ici, la nuit, dans les rues de Bogota. On arrive. Voilà la scène du crime. Qu'est-ce qui s'est passé? La police scientifique nous tient à distance. C'est le 14e chauffeur de taxi assassiné cette année. Ça arrive trop souvent. Je me fais plus aucune illusion sur la sécurité dans ce coin de la capitale. Il faut lutter pour la vie tous les jours, tu sais, Alexei. Alexei, comment ça va? Bien, bien. Colonel, bonsoir. Voici le leader syndical des taxis. Il vient reconnaître le corps. La colère monte, trop de morts, et le sentiment d'être seul. Julian, je me trouve en direct avec Hugo. Que s'est-il passé? Notre camarade a été poignardé. Il était handicapé. Ils l'ont poignardé à l'intérieur du taxi. Puis ils l'ont sorti et ils lui ont tiré dessus. Il a dû agoniser au sol. L'opération 24 heures 0 mort est un échec. Bilan pour Bogota, 3 meurtres. Revue de presse, le lendemain matin. Je cherche des nouvelles du jeune étudiant disparu. Pas une ligne. Alors je reprends contact avec ses parents, William et Margarita. Un témoin aurait vu leur fils dans ce quartier. On a reçu un appel pour nous dire que notre fils était passé par ici. Des gens l'auraient vu. William et Margarita ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour rechercher leur enfant. La police est totalement absente. Oh mon Dieu, que Dieu vous aide. Gardez la foi. Merci, madame. Excusez-moi, bonjour. Vous avez peut-être rencontré ce gamin sur votre chemin? Non, madame. Non? Merci. Bonjour. Est-ce que vous auriez vu ce gamin par ici? Quel âge a-t-il? 16 ans. Des gens ont appelé les journalistes pour leur signaler sa présence ici. Tu l'as pas vu? Si vous voulez, vous pouvez coller votre avis de recherche à l'entrée. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé une petite fille. En mettant juste une photo à l'entrée, les gens l'ont vue et ils ont retrouvé la gamine. Ah, très bien. Il a dû sortir de la fac et on a dû lui faire prendre de la scopolamine. C'est une drogue hallucinogène. C'est probablement ce qui est arrivé à notre gars. Leur fils est-il encore vivant? William et Margarita imaginent le pire. Je les reverrai dans quelques jours. En attendant, je pars explorer le Bronx. On m'en parle depuis mon arrivée et on me dit que c'est le pire de tous les quartiers de Bogota. Impossible d'y filmer et même d'y marcher, paraît-il. Pour s'y rendre, c'est très simple. Passez devant cette caserne de l'armée et vous y êtes. Incroyable contraste en quelques mètres. Ordre et chaos. Le Bronx, c'est la cour des miracles. Très vite, nous sommes repérés. Un guetteur a fait son travail. Il y a quelques mois, un policier habillé en clochard a tenté de s'infiltrer dans le Bronx. Il a été débusqué
et abattu. Régulièrement, tous les 6 mois, les forces anti-émeutes tentent de nettoyer le quartier. Mais à chaque fois, le Bronx renaît de ses cendres. Il y a trop d'argent en jeu. Une demi-tonne de cocaïne serait écoulée ici chaque mois. Et de la marijuana. Et ce fameux basuco, mélange de cocaïne et de produits chimiques. Un cocktail qui ronge le cerveau et rend fou. À Bogota, le business de la drogue fait vivre beaucoup de gens et en tue presque autant. Il a sa légende, Pablo Escobar, le roi de la cocaïne, sanguinaire et pourtant populaire. Avec Escobar en vedette, la télévision fait en ce moment un carton d'audience. Escobar, le patron du mal. Le feuilleton rassemble chaque soir 2 téléspectateurs sur 3, un record. Il faut dire que l'histoire d'Escobar est stupéfiante. Gamin des rues devenu 7e fortune mondiale. Escobar est le plus grand trafiquant de drogue de l'histoire. Dans cette vie, tout problème a sa solution. La série a de gros moyens et les reconstitutions sont fidèles. 1989, le favori de la présidentielle est assassiné par les hommes d'Escobar. Voici l'image d'archive. Et la même scène dans le feuilleton. Et là, le meurtre d'un journaliste, directeur du plus gros quotidien colombien. Fiction et réalité. Le feuilleton a fait débat, complaisant pour ceux qui se souviennent des 5000 victimes d'Escobar. Mais pour beaucoup, Escobar, c'est Robin des Bois. Car Escobar a redistribué un peu. Il a fait construire des maisons pour les pauvres. Son enterrement sera celui d'un saint. Mon voyage se poursuit dans cette Colombie qui n'arrive pas à sortir de la malédiction du crime. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Je vais monter en altitude chez les Indiens de la vallée de la Cauca, là où pousse la drogue. Je vais entrer en prison pour un parloir avec un terroriste. Je vais visiter la morgue avec son effrayant puzzle humain. Et je vais écouter le pire des témoignages, celui d'une mère dont l'enfant a été sacrifié. Escobar était du cartel de Medellín. Aujourd'hui, c'est le cartel de Cali qui mène la danse. Je prends la route vers le sud. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Petecuy, le quartier le plus violent de Cali. Ces rues ont l'air calmes, mais un meurtre y est commis toutes les heures. Petecuy a inspiré le scénario d'un film pas tout à fait comme les autres. La historia que he documentado y que están viendo en este momento hace parte de un proyecto cinematográfico realizado con los jóvenes de alto riesgo del barrio Petecuy. Como dice en el informe que les acabo de entregar, Petecuy es uno de los barrios más peligrosos de la Comuna 6, debido al negocio de las drogas. Celui-ci, ils l'ont tué. Il est mort. Ouais. Voici le réalisateur, Oscar Hincapié. Et voici ses acteurs, tous du quartier, tous criminels. Au début, je voulais juste faire un film pour le ciné, un truc pour divertir, tu vois. Et au fil du tournage, je me suis rendu compte que ce film devenait un projet social et que ça pouvait changer les comportements des habitants, les aider à changer de vie même. C'est dans ces rues qu'Oscar a fait son casting. Dealer, guetteur,
tueur. À Pétécouille, il y a tous les profils. Et il crève l'écran. Voici les vidéos du casting. T'as quel âge? 35 ans. Ta taille? 1m78. Et tu as quoi comme hobby? Chanter ou danser? Tuer et boire des coups. Tu sais faire quoi? Chanter, danser? Et me taper des gonzesses et fumer de l'herbe. T'as une spécialité, le chant, la danse? Ma spécialité, c'est la gâchette. C'est mon truc. Allez, on y va, on y va. Mettez-vous en place, en train de jouer aux cartes. Vous faites comme si vous étiez en train de jouer. Pendant les répétitions, pas besoin d'accessoires. Les acteurs connaissent les gestes par cœur. Et maintenant, tu l'attaques par derrière. Allez. John James a grandi dans un gang. Aujourd'hui, il fait l'acteur. La plupart de mes amis ne sont plus là. Ils sont morts. Tu as perdu combien de tes amis? Près de 30 amis, sans compter mon propre frère qui a été assassiné. Ah oui, ton frère? Mon frère, oui. Et aussi des cousins et des beaux-frères. Pourquoi? Pour des conflits internes. Mais quel conflit? Un conflit armé. Une lutte entre différents quartiers. Quand tu n'as pas de boulot, ici, le seul recours, c'est le trafic de drogue. Et pour contrôler ce trafic, les jeunes s'affrontent entre eux, tu vois. Ça se passe comme ça. Le tournage de ce film a ceci d'incroyable que la réalité a très vite rattrapé la fiction. Son interprète principal a été assassiné, puis le suivant, et encore une fois. 4 au total. Les voici dans la même scène. Regardez bien, voici le premier interprète. Il sera tué quelques jours plus tard. Le second, le troisième, et le quatrième, qui lui aussi finira sous les balles. Ça a été un drame, ce film. Un vrai drame pour toi. 5 de tes interprètes ont été tués. Ouais, ça a été un vrai drame. Pour moi, mais aussi pour toute l'équipe. Le tournage nous a pris plus de 6 ans. 6 années pendant lesquelles on a tous tissé des relations de travail, mais aussi d'amitié. Du coup, tu as dû chercher à chaque fois un acteur qui ressemblait au précédent? D'abord, il y a eu un noir, puis un petit indien, et puis un qui était grand et gros. À chaque fois qu'on a changé d'acteur, moi je voulais que ça se voie. Il n'était pas question de trouver un acteur qui ressemble à celui d'avant, il fallait que ça se voie pour que les téléspectateurs soient interpellés, pour que ces morts aient du sens. La jeunesse du quartier n'a pas d'autre horizon. Le gang, la drogue, sauver sa peau. Le but de chaque gang, c'est de contrôler un territoire pour vendre de la drogue. C'est aussi basique que ça. Et leur but, c'est de protéger leur territoire. Ils s'entretuent s'il y a un gang adverse qui tente de vendre de la drogue chez eux. Et ils font du racket. Ils prélèvent une sorte d'impôt. Si tu ne paies pas, ils te descendent. Ou ils menacent ceux qui ne devraient pas être sur leur territoire. Ici, de toute façon, tout se règle à coups de fusil ou de revolver. Et il y a des morts toutes les semaines. Malheureusement, oui. Difficile de ne pas vendre de drogue quand on vit dans le pays qui en produit le plus au monde. Je vais remonter à la source, au royaume de la coca et de la marijuana. Le Cauca, territoire indien. La zone a l'air sensible. L'armée est sur le qui-vive.
Vous allez où? À Toribio. Et vous êtes? Presse internationale. Ah, ok. Merci. Quelques kilomètres après le checkpoint, une épicerie au bord de la route. Et bien en évidence, un gros sac d'herbe. Voilà. Voilà. Ce qui vaut de l'or en Occident et qui ici vaut 50 € quoi. Il y a un demi-kilo, une livre d'herbe, elle sent énormément. À faire rêver quelques Occidentaux. À moi. Ça, c'est le travail d'une journée? Non, une demi-heure. Ambiance bon enfant. Pourtant, les narcos ne sont pas loin. Impossible de voyager dans ces montagnes sans un guide. Damien Fellouz vit en Colombie depuis 5 ans. Il est photographe. Attention aux apparences. Dans ce paysage bucolique, la violence est partout. Et on ne cultive pas que du café. Entre des arbres, tu vois les champs de coca comme là c'est le vert clair là. Le vert très clair, voilà, c'est la coca. Ça c'est la coca. Ouais. C'est très visible en fait, c'est vraiment un vert très particulier. Toutes les fermes en ont? Quasiment, pas toutes, mais disons que beaucoup ont un petit carré comme ça de culture dite illicite, marijuana ou coca. Parce que le reste c'est des prix sur le marché tellement bas qu'ils n'arrivent pas à vivre quoi avec ça. Donc avec la coca ça permet de joindre ça permet de joindre les deux bouts, voilà. Ah. C'est le beurre dans les épinards. Voilà. Une mosaïque de petits producteurs. Avec ses parcelles individuelles, la culture est bien enracinée. Bon an, mal an, la Colombie produit la moitié de la drogue mondiale. Là, on a clairement de l'herbe, de la marijuana. Alors, il semble que ce soit des graines échappées d'un champ qui soient tombées là et puis qui aient irrigué ce champ. Il y a quand même pas mal de plants. Bon, elles sont pas très hautes, mais on est en période de sécheresse et en général, ce genre de truc-là, ça aime l'eau, donc il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien fumé pour l'instant. Silence, ça pousse. La région vit de la drogue, c'est sûr, mais on n'en parle pas. Gustavo est paysan, il accepte de nous ouvrir sa porte. Vous vivez de quoi? Je vis du café, de la banane, du manioc, de ce qui pousse, quoi. Et tu fais du cannabis aussi? Cannabis? C'est interdit. Et de la coca? La coca, oui, c'est possible. Pour des infusions. Ça, c'est pas interdit? Non, si c'est pour faire des remèdes. Ah, pour les remèdes. Je n'irai pas plus loin dans mes questions. Gustavo préfère me montrer l'usage traditionnel de la coca. C'est ça? Oui, on les cueille une par une. Si tu les coupes pas comme ça, feuille par feuille, tu risques d'arracher les bourgeons. Et du coup, ça poussera plus. On va aller les griller. Je te suis. Difficile à croire, mais ces quelques feuilles sont la source du trafic le plus violent au monde. Voilà, elles sont prêtes. Elles sont presque sèches. Et on les mange comme ça? Oui. Comment est-ce qu'on les mange? Il faut mâcher. C'est pas mauvais. Il faut que je mâche longtemps? Non, pas forcément. Et je vais sentir un effet? Oui, dès que tu sens plus ta bouche. Ça endort la bouche. Ensuite, tu peux les recracher. Ok, je vais les recracher. Nous sommes sur le territoire des Indiens Nasa. Et voici Toribio, la petite ville la plus proche.
Sur les murs, des milliers d'impacts. Car pas de chance pour les Indiens. Toribio est pile sur la ligne de front entre l'armée et les FARC. Les FARC. Rappelez-vous, Ingrid Betancourt a été leur otage pendant 6 ans. Les FARC rêvent encore de marxisme. Ils sont la plus vieille guérilla au monde et c'est la drogue qui les finance. En 10 ans, Toribio a été attaqué par les FARC plus de 400 fois, presque une fois par semaine. Et à chaque fois, ce poste militaire est pris pour cible. Ces images ont été filmées il y a 2 ans. Les FARC tirent des hauteurs. Un soldat vient d'être touché. Il est évacué vers une épicerie. L'armée va réagir en construisant ce bunker. À toute épreuve, les FARC vont l'attaquer à la dynamite. Juillet 2011, un bus piégé explose. Le bunker était visé, mais ce sont les maisons aux alentours qui sont soufflées. 3 morts, 70 blessés. À l'époque, Damien, le photographe, a couvert l'attentat. C'est le plus gros attentat qui a été commis à l'intérieur du village? C'est un des plus gros, et en tout cas, c'est un de ceux qui a le plus affecté la population civile. Ce qui énerve les Indiens, c'est d'être pris entre 2 feux dans un conflit qui, je trouve, les concerne pas tant que ça, quoi. Et dont ils ont payé quand même le prix. Hein. Ah, ils payent un prix très très lourd. Tous les acteurs s'en prennent à eux. C'est-à-dire que du côté de l'armée ou de la police, on les suspecte d'être des auxiliaires presque de la guérilla. La guérilla les suspecte d'être des informateurs de la police, ou en tout cas leur reproche de vouloir les sortir eux aussi de leur territoire. Les paramilitaires, comme ils essayent aussi de récupérer leur terrain et de récupérer leur territoire. Les paramilitaires qui sont au service des grandes entreprises minières ou des grands propriétaires terriens les assassinent aussi. On va dire ils sont vraiment les victimes de tous les acteurs du conflit. En 10 ans, 6000 Indiens ont été tués. Aujourd'hui, leur chef accuse. Feliciano Valencia dirige le Conseil régional indigène. On m'a dit que vous aviez eu pas mal de soucis ces derniers temps avec l'armée, la guérilla, les paramilitaires, et que vous vous retrouvez au fond piégé au milieu de tout ça. Comment est-ce que vous voyez les choses? En haut, dans les montagnes, il y a les champs de coca. Ces cultures, ce sont surtout les FARC qui les contrôlent. Et c'est là-haut aussi que sont installés les laboratoires pour transformer la cocaïne. Tout ça, c'est juste au-dessus de notre territoire. Nous, on s'est battus pour qu'ils s'en aillent, mais ils résistent. Ils produisent ça là-haut et ils redescendent la drogue par là. Mais c'est d'en bas que sont montés aussi les produits chimiques pour fabriquer la coke. Du coup, voilà la question. Pour venir jusqu'ici, tu dois passer par des barrages militaires. Tu les as vus. Et dans cette zone, il y a encore plus de checkpoints militaires. En haut, tu as les FARC, les militaires et la police. En bas, les paramilitaires. Mais les produits chimiques montent et la cocaïne descend. Alors, pourquoi tout le monde ferme les yeux sur ce trafic que tout le monde voit? Le lendemain de l'attentat au bus piégé, les Indiens de Toribio décident de s'en prendre aux militaires. Après tout, ce sont eux qui attirent les FARC dans la ville. Vous êtes sur un territoire qui ne vous appartient pas. Vous devriez avoir honte. Vous devriez vous sentir coupable. Je ne bougerai pas. L'État nous a envoyés ici pour vous protéger. La terre est à nous. On nous piétine de tous les côtés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Combien de sang devrait être encore versé pour que vous partiez?
Sans arme aucune, les Indiens réussissent un exploit. Les soldats s'enfuient. Victoire symbolique. Ils reviendront une semaine plus tard. Contre les FARC ou contre l'armée, les Indiens ne font pas le poids. Même s'ils ont leur propre police, la garde indigène, ce sont ces hommes qui ont poussé dehors les militaires. Edgar est l'un d'entre eux, un policier non violent, avec une panoplie de scouts. On se défend avec ce bâton. Uniquement un bâton. Un bâton et des talkie-walkie pour être plus efficace. Nous sommes des acteurs de la paix, pas de la guerre. S'il y a des blessés, on vient leur porter secours, quel que soit leur camp. Mais notre but, c'est de protéger la vie. Et vous êtes menacé? Oui, je suis menacé. J'ai reçu 8 menaces de mort, que ce soit de la guérilla, des milices ou de l'armée, la police. Et la police et l'armée aussi? Oui. Les FARC sont tout autour. Ils savent même sûrement qu'une équipe de télévision française est à Toribio. Pas question de les approcher. Des guérilleros, je vais en rencontrer à Bogota, à la prison de la Modelo. C'est la pire de la capitale. On y entre en tremblant. Tu as peur? Ouais, je suis sûr qu'ils vont me tuer à l'intérieur. Ah bon? Ils peuvent me tuer facilement, tu sais. Les nouveaux prisonniers entrent à pied. On les a menottés les uns aux autres comme des bannières. À l'intérieur, ils sont 11 000 pour 3 000 places. D'après les organisations humanitaires, c'est une jungle. Pour y survivre, il faut se battre. Ou avoir la foi. J'ai demandé un parloir avec un membre des FARC. Voici Johan Calderón, alias René, son nom de code dans la guérilla. Johan a été condamné pour terrorisme. Il purge une peine de 8 ans. Tu appartiens vraiment aux FARC? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai. Oui, au front Antonio Nariño des FARC. Tu étais un chef des FARC ici, à l'université? Bah, c'est ce qu'ils veulent faire croire. L'armée a dit aux médias que moi j'étais un chef des FARC. Mais c'est la vérité. Non, 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 non. C'est pour ça que je parle d'un montage. Tout est faux. Ils disent que c'est moi qui ai recruté. Ils disent que c'est moi qui finançais les mouvements bolivariens, les milices bolivariennes dans les universités. Ils disent que j'étais du Parti communiste clandestin, que j'étais le bras droit d'un commandant important des FARC et que j'étais un lien avec le front. Mais tout ça, c'est faux. Johan se considère comme un prisonnier politique. Mais en Colombie, la politique et le crime ne sont jamais très éloignés. Pour financer la lutte armée, les FARC se sont lancés dans le trafic de drogue et le kidnapping. Plus de 10 000 otages sont passés entre leurs mains. Derrière le discours révolutionnaire, un business crapuleux. Parmi tous ces otages, certains ont ému le pays. Et quelques visages sont restés dans les mémoires. Celui de Sigifredo López, par exemple. Ancien député, 7 ans de captivité. Il est libéré quelques mois après Ingrid Betancourt. Et il porte encore les bottes qu'il avait dans la jungle. Retrouvailles avec ses fils. C'est un moment de liesse dans tout le pays. Mais 2 ans plus tard, coup de théâtre. Sigifredo López est arrêté. Le voici à nouveau prisonnier, mais cette fois de la justice colombienne.
Ça a été très dur. Ma famille a beaucoup souffert. J'ai d'abord été séquestré pendant 7 ans. 7 ans retenu par les FARC. Et après, c'est la justice qui m'a séquestré. Ils ont traîné mon nom dans la boue. De quoi accusait-on l'ancien otage? D'avoir organisé son propre enlèvement. Bref, d'avoir appartenu aux FARC. C'était le 11 avril 2002. Ce jour-là, les guérilleros des FARC se font passer pour des soldats et kidnappent 12 députés. Ils filment leur opération. Et parmi ces députés, Sigifredo Lopez. Le voici, avec la moustache, visiblement apeuré. Lopez sera le seul survivant. Les 11 autres députés seront exécutés. Et voici les images qui l'accusent 10 ans plus tard d'être le cerveau de l'opération. Des images du briefing des FARC, la veille du jour J. Le chef prépare ses troupes. On ne le voit pas, sauf un instant. Son nez entre dans le champ de la caméra. Pour la police, c'est clair, c'est le nez du député Lopez. Les experts en morphologie affirment que le profil de son nez coïncide sur les 2 vidéos. Aujourd'hui, l'ex-député Lopez est libre et totalement blanchi, mais il vit avec des gardes du corps. La société colombienne est l'une des plus violentes au monde. Ici, on tue pour n'importe quel motif. Pour un mot, pour une différence, ici, on ne connaît pas la tolérance. Nous avons connu beaucoup de périodes violentes, oui, très violentes. Et ces douleurs accumulées, au fil de notre histoire, se transmettent de génération en génération. Et les victimes ne sont que des détails. Notre démocratie les oublie. Entre les FARC et le gouvernement, c'est depuis toujours la sale guerre, avec ses coups tordus. Une guerre qui a fait aussi des milliers de disparus. Un fléau colombien. Enlevés et tués par la guérilla ou par les narcotrafiquants, ils ont laissé leur famille dans le doute, ni otages, ni vivants, ni morts. Vamos a recibir otro caso. Et maintenant, le cas de Vilfredo Perneo. J'espère savoir un jour la vérité pour mon fils. Il a disparu sur le trajet qui va de chez nous à l'école. 15 jours après, quelqu'un m'a répondu sur son portable et m'a dit qu'il avait été enlevé et que jamais plus je ne le reverrai. Ça fait 8 ans. Des stands pour accueillir les familles, 1000 policiers sur place. L'État a vu grand pour cette journée spéciale disparue. Mais comment mener autant d'enquêtes? Il y a plus de 60 000 personnes disparues dans le pays. Parfois, on retrouve les disparus, mais il est trop tard. Un coup de fil, souvent à l'autre bout du pays, un corps correspond au signalement. Et c'est la même scène macabre. Les ouvriers exhument le cadavre, le chagrin d'une mère, d'un frère, d'un fils, les photographes de l'identité judiciaire, la fin d'un doute et le début d'un deuil. Cette histoire, Luz Marina l'a vécue. Pendant presque un an, elle a cherché son fils partout dans Bogota. Luz Marina élève seule ses enfants. Famille sans histoire, appartement modeste. Bonjour, ça va? Bonjour.
Enchantée, Marina. Moi, c'est Christophe. Jusqu'au bout, Luz Marina a espéré retrouver son fils vivant, jusqu'à cet appel de la morgue. Le corps de son fils Leonardo venait d'être retrouvé vêtu d'un uniforme des FARC à des milliers de kilomètres. Quand je suis arrivée à la morgue, ils m'ont montré la photo de mon fils. Il a reçu 13 impacts de balles. Et sur les 13, 2 ont traversé son visage et l'ont défiguré. Leonardo était handicapé mental. Alors Luz Marina a du mal à admettre ce qu'on lui raconte. Ils m'ont dit « Ah, c'est vous la maman du chef de l'organisation narcoterroriste ?» Je leur ai dit « Quoi ?» Ils m'ont dit « Oui, il est mort en tenue de combat et on l'a liquidé parce que c'est le chef d'une organisation narcoterroriste. » Je leur ai dit « Écoutez, c'est impossible. Pour une raison médicale toute simple, mon fils est handicapé à plus de 50%. Mon fils ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne connaît pas la valeur de l'argent. Vous croyez qu'une personne dans cet état peut diriger un groupe tel que vous le décrivez ? On m'a dit, mais madame, c'est le rapport de l'armée. C'est là que j'ai eu la conviction que c'était l'armée qui avait assassiné mon fils. Et là, j'ai mesuré l'ampleur du mensonge. Assassiné pour les bienfaits de la statistique. Car pour chaque guerriero mort, les militaires touchent une prime, une médaille et un bonus de congé. Pour faire du chiffre et arrondir leur fin de mois, des militaires auraient assassiné des innocents avant de leur passer un uniforme de guerriero. On appellera ces victimes des faux positifs. Le scandale est énorme. Combien y en a-t-il eu ? Chaque mois, Luz Marina manifeste avec d'autres mères vêtues de blanc. Il est sur quelle photo? C'est le petit qui est là, en train de chanter. Il avait 16 ans. Voilà mon fils. Ils avaient entre 16 et 32 ans, tous d'origine modeste. On pensait sans doute que leur mort passerait inaperçue. C'était compté sans la détermination de ces femmes. Tout a commencé là où tout finit, à la morgue de Bogota. Voici l'un des premiers à avoir tout compris qu'un crime impensable était commis à grande échelle, le docteur Pedro Morales. Au cours de ses autopsies, il voyait des guerrieros chaussés avec 2 bottes du même pied ou des gauchers qui avaient l'arme dans la main droite. Médecin légiste à Bogota, on ne chôme pas. Voilà des cadavres, ou du moins des squelettes. Ça peut être des victimes. Des guerrieros? Des FARC? Certains des FARC, d'autres de groupes paramilitaires, et puis surtout les faux positifs. Ceux-là ne sont pas encore identifiés. Ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Pour la plupart, nous tentons de reconstituer les squelettes. On s'appuie sur ce qu'on a trouvé. Là, vous pouvez voir que c'est bien reconstitué. On a le corps presque en entier. Dans chacune de ces boîtes, des restes humains, des squelettes souvent incomplets. Le docteur Morales espère les rendre un jour à leur famille. Nous en avons des milliers. Des milliers. Mais tout ça est en cours. C'est l'honneur d'un grand pays de faire ça. Oui. Et c'est aussi par respect pour les victimes et pour nos concitoyens. Nous voulons croire que nous pouvons résoudre ces affaires. On ne s'avoue jamais vaincu. Même si on nous dit « Mais pourquoi vous faites tout ce travail? Pourquoi est-ce que ça coûte si cher? Pourquoi tant de personnel ?» C'est vrai que nous coûtons de l'argent. Je vais vous poser une colle. Qui nous donne l'argent, d'après vous? Eh bien, c'est paradoxal. C'est le gouvernement qui nous paye pour poursuivre nos investigations. Même si c'est justement nos investigations qui risquent de lui retomber dessus. Alors nous lui sommes très reconnaissants. Et les victimes aussi. Qui, au sein de l'appareil d'État, a organisé ces crimes? Qui les a couverts? 3500 faux positifs ont déjà été répertoriés.
Tout ça a détruit ma vie. Totalement. C'est comme si j'étais une morte vivante. Il me manque une partie de ma vie. Raconter l'histoire de mon fils, c'est dur. Surtout les conditions dans lesquelles ils l'ont assassiné. Et je suis d'autant plus triste que je ne sais pas comment récupérer l'autre moitié du cadavre de mon fils. Et j'y tiens. Alors oui, je pleure. Chaque jour? Oui. Chaque jour. Chaque jour. Parce que rentrer dans sa chambre et voir son lit vide, ou m'asseoir sans manger et voir sa chaise vide, oui, c'est dur. C'est dur au quotidien. Oui, je me doute que c'est dur. Dur parce que quand quelqu'un frappe à la porte, ou comme lui frappait, je m'attends à le voir entrer. Je l'attends tous les jours. C'est la fille de Luz Marina qui a signé les paroles de cette chanson. Mère et fille ont chacune leur façon de demander justice. Luz Marina, elle, a entamé des études d'avocat. Si la justice passe, ce sera grâce à cet homme. Il circule en voiture blindée. C'est l'avocat des victimes. Frank Castañeda. Ses phrases sont lourdes. Leur logique, c'était d'enlever des innocents dont personne ne se souciait et que personne n'aurait recherché. Ils ont choisi les gens les plus pauvres, les gens les plus isolés. Ils ont été séquestrés, enlevés à leur famille, vêtus en uniforme, assassinés horriblement par les forces de l'ordre et déclarés morts ensuite au combat. Et là, nous nous retrouvons en face d'une réalité macabre. La force publique colombienne, l'armée, la police et les services de renseignement, mais principalement l'armée colombienne, ont assassiné des civils pour pouvoir démontrer que le gouvernement était en train de gagner la guerre. Alors question, qui était ministre de la Défense à l'époque des faits? Réponse, Juan Manuel Santos, l'actuel président de la République. Je comprends pourquoi tu as besoin de garde du corps. Et pourquoi tu as une voiture blindée comme celle-ci? La dernière menace que j'ai reçue, c'était l'été dernier, il y a quelques mois à peine. Tuer des innocents pour faire du chiffre. Si on en est arrivé là, c'est que le système est rongé jusqu'à l'os par la corruption. Une faillite morale qui révolte la jeunesse. Ce matin, 20 000 étudiants défilent dans le centre de Bogota. Les slogans visent la police et l'armée. En face, les forces anti-émeutes se déploient. Robocop contre gauchistes. Très vite, la manif dégénère. Votre propre sang, gros porc! Il faudra sans doute de très longues années avant que les Colombiens ne reprennent confiance dans leurs institutions. Ce que j'ai vu ces derniers jours ne me rend pas très optimiste et je repense à Daniel, le jeune disparu.
Cela fait 10 jours maintenant que ses parents le recherchent. Nous venons d'apprendre la mort de ce jeune homme que nous recherchions sur RCN. Son corps a été retrouvé dans un fossé de la capitale. Oui, d'après les premières informations qui nous sont parvenues, on n'a retrouvé aucune marque de torture, ni trace de violence. Pour le moment, le corps de Daniel Ardila a été transporté à la morgue. Et c'est là qu'on établira les causes de la mort de cet adolescent. Cette histoire se termine par un drame. La plupart du temps, on en reste là. Mais ses parents en ont décidé autrement. Ils demandent justice pour leur enfant. Leur drame, plus de 10 000 familles le vivent en Colombie. Toutes celles et tous ceux qui ont eu un proche disparu. C'est un coup dur. Les parents sont sous le choc. Et personne n'est là pour les soutenir. Pas un policier, pas un élu. Juste des journalistes. Vous vous êtes senti seul? Pas trop aidé dans vos recherches? Les seuls qui nous ont aidés, ce sont nos voisins, nous-mêmes, nos familles. Mais la justice nous a lâchés. Nous leur avons donné nos infos, mais les flics n'ont rien fait pour accélérer l'enquête. Vous craignez de ne jamais connaître la vérité? Oui, on en a bien peur. Les autorités ne nous donnent aucun espoir. Elles ne semblent pas vouloir continuer l'enquête. Ok, merci. On reste à votre disposition. Merci beaucoup. Dès que nous avons des résultats, on vous appelle? Ah oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On doit aller jusqu'au bout. Il doit y avoir au moins 1 ou 2 personnes arrêtées. Et un juge qui dise « Vous êtes condamné à 25 ans de prison pour meurtre ». La fin de mon séjour approche. Je commence à aimer Bogota. Cette ville qui essaye de tourner une lourde page. Pas simple, avec toute cette misère. Depuis mon arrivée, je suis frappé par le nombre de prostituées. Il y en a 35 000 dans la capitale colombienne. Filmer dans un bordel est impossible. Je reste dans la voiture. Et puis je rencontre Maria. Elle est d'accord pour parler. Mais un homme nous surveille. Et elle a peur de se faire balancer. Je vais l'éclater ton portable, hein. Tu sais que je vais le faire. Je vais avoir 20 ans. Je fais ça depuis l'âge de 14 ans. Je suis partie très jeune de chez moi et je connais aucun autre boulot. Et ça, je sais faire. Petite, je voulais devenir policière. Mais ce n'a pas été possible. Et tu voudrais arrêter? Oui, j'ai souvent voulu le faire. Mais ce n'est pas évident de sortir de ce milieu. Surtout quand tu es seule et que tu as 2 enfants. J'aimerais faire autre chose, mais ça va pas être facile. Le quartier rouge s'appelle Tolerancia, tolérance. Un endroit glauque et violent, une mine de faits divers pour un journaliste comme Alexei. Et pourtant, même ici, on fait des rencontres réconfortantes. Bonjour Marina, ça va? Bien, bonjour. Je te présente Christophe. Enchanté. Marina vit ici dans Santa Fe. Elle s'occupe des enfants. C'est un peu comme une nounou de nuit, avec les enfants du quartier. C'est une femme très connue ici, tout le monde l'adore. Mais ce sont les enfants de qui? Ce sont les enfants des travailleuses sociales. Des travailleuses sociales? Oui, les prostituées. Les travailleuses du sexe. Les travailleuses sexuelles. Marina s'occupe des enfants pendant que leur mère bosse dans la rue. Et ça, comment ça s'est fait? Ça fait un moment que je m'occupe des enfants. Il y a une fille, une amie, elle est très connue dans le quartier. Elle a eu un bébé et m'a demandé de m'en occuper.
Je l'ai gardée plusieurs fois. Et par bouche à oreille, elle emmenait d'autres copines. Et ainsi de suite. Il y en a combien? 35. 35 enfants. À peu près. Mais je les ai pas tous le même jour. Sur ce lit, je peux en mettre 4. Et des tout petits. Hola. Coucou. Ils restent tous là. Tous. Comme ce petit métis. C'est le roi ici, hein? Le roi, oui. Il a une histoire particulière? La maman l'a laissé, il avait 8 jours. Elle vient de temps en temps. Elle demande de ses nouvelles et elle repart. Et elle me dit, demain je vais venir le reprendre. Mais ça va faire bientôt 3 ans qu'il est ici. Je crois qu'elle ne le reprendra jamais. Et les filles vous paient? Quelques-unes, oui. Maman, moi je suis ton petit chéri. Oui, tu es mon chouchou. Celles qui peuvent vous payent, c'est ça? Oui, celles qui peuvent. Cette petite fille, ça fait un moment qu'elle est là. Je ne sais pas où est sa maman. Elle a un petit frère que je garde dans mon autre maison. J'ai encore d'autres enfants là-bas. C'est une de mes employées qui s'en occupe et qui dort sur place. Lui, il a grandi ici. Je m'en suis occupée. C'est toujours ma maman pour moi. C'est elle qui a pris soin de moi. C'est un cœur unique et bon. Tous ces enfants lui seront aussi reconnaissants. Nous l'aimons tous dans le quartier. Vous êtes une lueur d'espoir dans un quartier plutôt difficile, hein? Oui, c'est un quartier délicat. C'est un quartier très... Comment dire? Un quartier chaud. Mais pas à cause du climat. Lui, c'est vraiment un petit amour. Que deviendront ces enfants de la rue? Quel pays construiront-ils? Je repars de Colombie avec des visages en mémoire. Le visage de Daniel, le jeune disparu, et celui de ses parents, seuls, dans leur douleur. Le visage magnifique de Luz Marina. Les soldats qui ont tué son enfant pour faire du chiffre sont en prison, pour longtemps. Bientôt peut-être, l'État colombien lui-même devra rendre des comptes. Je ne suis pas prêt d'oublier ces quartiers coupe-gorge et ces zombies au bout du rouleau. Javier, Carlos sont toujours accros au bazuco. Je repense au député Lopez, otage pendant 7 ans et accusé d'avoir organisé son propre enlèvement. Il vient de recevoir des excuses officielles. Et puis, il y a les Indiens Nassa, dans leurs montagnes, victimes parmi les victimes. Depuis ma visite, ils ont été, une fois de plus, bombardés par les FARC. 3 morts de plus. Avant qu'un jour, peut-être, le pays de la cocaïne finisse par retrouver la paix.